Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver sur cette émission spéciale qui aborde les questions d'actualité, les questions d'intérêt général. Il faut le dire, l'actualité a été très abondante cette semaine. Ne pas l'aborder dans les moindres détails ne nous rendrait certainement pas service. Et qui mieux que la voix officielle du gouvernement pour aborder un certain nombre de sujets dans les moindres détails. Notre invité, vous l'aurez compris, sur cette émission s'appelle Wilfried Léandre Ombédi. Il est le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole. Avec lui, nous aborderons beaucoup de questions. Restez donc sur cette émission pour les 52 minutes à venir. L'émission est co-animée aujourd'hui avec Jérôme Humbor, rédacteur en chef de la télévision nationale. Jérôme, bonjour. Bonjour, donc Lamavalo. Bonjour, monsieur Wilfried Léandre Ombédi. Bonjour, monsieur Ombédi. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. Alors, au dernier Conseil des ministres, l'une des décisions prises est la nomination d'un nouveau directeur général à l'ANIP. Monsieur Wilfried Léandre Ombédi, la majorité des Béninois se demandent, n'y a-t-il pas un Béninois pour occuper ce poste? Non, en réalité, je pense que nous devons aborder ces questions avec beaucoup d'à-propos et beaucoup de circonspection aussi. J'ai lu et entendu, comme vous, comme nos concitoyens, un certain nombre de réactions. Et je vais séquencer mon approche en deux. En prenant d'une première part les inquiétudes de ceux d'entre nous qui, au regard de la matière dont il s'agit, comme compétence de l'ANIP, se demandent s'il n'y a pas un risque de voir demain nos données personnelles, c'est de ça qu'il s'agit, et partir parce que le nouveau directeur général de l'ANIP est un Africain, un étranger. À cet effet, je voudrais d'abord rassurer l'ensemble de nos concitoyens de ce que la gestion des données à caractère personnel est réglementée par la loi. Et c'est pour ça que dans notre pays, nous avons une autorité dédiée à cette question-là, pour s'assurer que cette gestion est faite conformément aux lois, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'abus, qu'il n'y a pas de trafic de ces données-là. De ce point de vue, si vous n'avez pas d'inquiétude, en pensant par exemple que le DG sortant serait parti ou partirait avec les données personnelles des millions de Béninois, je peux vous rassurer qu'il n'y a pas plus d'inquiétude non plus à avoir quant au nouveau venu, parce que le précédent ne l'a pas fait, celui-ci ne pourra pas le faire non plus. Oui, mais M. Ombédi, j'admets, M. Abalo. Oui, mais il y a quand même la fibre nationaliste, il y a l'aspect nationaliste. J'y viens. J'admets et j'entends très bien que l'on s'inquiète, mais il était utile de rassurer. Cela dit, M. Abalo, M. Humbor, chers concitoyens, chacun de nous, depuis le développement prodigieux des nouvelles technologies de l'information et de la communication, à mes égards, distribue ces données personnelles ici et là. Je ne vais nommer aucune structure. Mais vous avez par exemple aujourd'hui au Bénin, nombre de grandes surfaces où vous êtes allé plusieurs fois et vous avez volontairement ou non, mais en général volontairement, libéré vos données personnelles pour des usages qui sont encadrés certes, mais vous les avez donnés. Quand vous allez sur certaines plateformes digitales, certains sites d'information, vous libérez des données personnelles qui échappent même souvent à vos contrôles. Et aujourd'hui, vous pouvez faire l'expérience. Vous pouvez vous mettre à 2 ou à 3 sur un même site d'information et vous verrez que sur l'écran d'accueil, alors que vous êtes sur la même page, vous n'avez pas exactement les mêmes informations. La publicité peut varier. Donc, les messages que vous recevez, parce qu'il y a eu un certain profiling du fait des données personnelles que les gens ont collectées, vous pouvez avoir différentes offres qui s'affichent sur vos écrans parce que, effectivement, ces données ont été en possession de structures qui travaillent pour des groupes donnés afin d'optimiser leur campagne publicitaire, leur campagne commerciale. Donc, je disais, rassurer de première part nos concitoyens qu'il n'y a aucun risque parce que l'activité est encadrée par la loi. Personne ne partirait demain avec nos données à caractère personnel. Secondement, et oui, M. Abalo, j'entends très bien la fibre nationaliste. Que l'on dise, oui, au-delà de la sensibilité de la matière, est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver un Béninois pour occuper cette fonction? On aurait pu.
Et s'il y avait eu un CV digne du nom sur la table du chef de l'État, sur la table du Conseil des ministres, je vous assure que ça aurait été fait. D'ailleurs, à l'occasion, il n'y a personne au Bénin pour assumer ces fonctions. Peut-être qu'il y a des gens bien qualifiés, mais sur l'instant, moi je peux vous certifier que le Conseil des ministres a eu plusieurs CV. Plusieurs CV. Les autres étant béninois et celui-ci étant rwandais. Mais en regardant les parcours, en regardant le profil, au regard de l'objectif, parce qu'il ne s'agit pas seulement, en l'espèce, de la simple administration de l'entité en tant que, du point de vue administratif. Il y a aussi les aspects techniques, technologiques, et en cela, celui qui a été nommé avait une longueur d'avance sur les autres parce qu'il a une expérience avérée en la matière. Il a géré notamment cette problématique déjà dans son propre pays, ce qui n'était pas sérieusement le cas de nos compatriotes dont les dossiers ont pu être regardés par le Conseil des ministres. Et puis, je dirais que, vous voyez, j'entends très bien cet argument nationaliste. Parce que de la même façon, chaque fois qu'il est arrivé à l'étranger, qu'un Béninois soit promu dans une fonction exécutive, voire même ministérielle, parce que c'est arrivé, vu du Bénin, nous avons toujours été fiers en disant, bien, un de nos compatriotes a émergé. Mais dans ces pays-là, le commentaire, il est à peu près celui que nous entendons parce que les autres se disent, est-ce qu'il n'y a plus de concitoyens à même de remplir ces fonctions-là pour qu'on soit obligé d'aller chercher dehors. Alors, et c'est là où la réponse objective arrive. Vous savez très bien qu'à ce niveau-là, il ne s'agit pas de la promotion de quelqu'un d'une autre nationalité, il s'agit de la sensibilité de la matière, en fait. Sur la sensibilité, je viens de vous expliquer et de vous rassurer. Par contre, sur le deuxième volet, c'est ce que j'explique. Nous avons des concitoyens qui sont promus ailleurs, qui ministre d'État, qui conseiller spécial, qui DG de telle ou telle structure, nous en avons. Et ça fait notre fierté, n'est-ce pas, de dire qu'un Béninois a été promu. Dans ces pays-là, on entend aussi les commentaires du genre de ce que nous entendons aujourd'hui. Mais chacun recherche l'efficacité maximale. Et là-dessus, je pense que ça n'est plus surprenant parce que depuis 2016, le gouvernement a donné le ton et assume les choix qu'il fait parce qu'il recherche l'efficacité optimale au profit des Béninois. Qui, parmi nous, dans sa vie privée même, je donne un exemple basique. Nous avons presque tous des enseignants dans nos familles. Mais quand nous allons chercher des précepteurs, des répétiteurs pour nos enfants, en général, nous ne sollicitons pas les membres de nos familles. Soit parce que nous considérons que la familiarité est telle qu'ils n'auront pas toute la rigueur qu'il faut avec les enfants. Et nous allons chercher des gens parce que nous voulons qu'il y ait un certain niveau de rigueur pour obliger nos enfants à suivre le rythme. Ici, le souci premier du gouvernement a été de retrouver le profil pointu pour faire face aux exigences technologiques du moment. Parce que, sans jeter la pierre à personne, vous le savez, combien de Béninois ayant été sollicités les services de l'ANIP, en dépit de tout ce qui se fait de bien là, combien de Béninois ne se sont pas plaints des prestations parfois. Vous le lisez sur les réseaux sociaux tous les jours. Nous voulons corriger ça pour qu'à terme, à la fin du mandat du DG, même si un Béninois demain reprend les rênes de la structure, qu'il y ait des niveaux de faiblesse qui soient totalement éradiqués et que le service soit optimal afin que nous ayons une satisfaction à la mesure de nos attentes lorsque nous y allons. Et je finirai là-dessus en disant que moi, les concitoyens qui estiment qu'ils sont qualifiés ou qu'ils ont des amis qualifiés qui auraient pu être là, encore une fois, je comprends. Mais en faisant ce choix, qu'on savait a priori qu'il générerait des insatisfactions ou des mécontentements dans le rang de certains, c'est forcément parce qu'il y a un niveau d'objectivité dans le choix qui amène à prendre cette décision. Et que dans quelques années, quand chacun se satisfera du niveau des prestations
que l'on soit de l'opposition, que l'on soit de la mouvance pro-talon, ou que l'on soit béninois tout simplement, même sans affiliation, l'on aura oublié qu'il a fallu le courage politique d'un dirigeant pour faire un choix qui, sur l'instant, insatisfait certains de ses propres militants qui auraient bien voulu s'y retrouver, insatisfait une partie de la classe politique, une partie de l'opinion, mais parce qu'il fallait atteindre des résultats, et c'est le choix qui a été fait. Oui, mais monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement, ce même discours, vous l'aviez tenu à l'époque lorsqu'on nommait un directeur général au port autonome de Cotonou, qui est autre qu'un Béninois. À l'arrivée, les résultats ne sont pas forcément satisfaisants puisqu'il y a eu même des situations qui ont amené à se séparer de certains dirigeants de cette entité. On a vu également un Rwandais à la tête de l'ANAT, on a vu à la tête de la SBEE des expatriés, mais les résultats ne sont pas toujours forcément les résultats attendus. Donc les citoyens se demandent quelle est la différence avec le nouveau directeur de l'ANIP. Est-ce que vous n'allez pas un peu trop vite en besogne en lui accordant toutes les grâces possibles? Votre lecture n'est pas tout à fait justifiée. Quand vous prenez le port de Cotonou, et nous avons vu récemment encore les états financiers du port, de façon structurelle, le port est entré dans un cycle vertueux de bénéfices. Les bilans sont excédentaires au profit de l'État. Il y a longtemps que vous avez vu ça au port de Cotonou. Très longtemps. Ce qui veut dire que la thérapie a été efficace. Et elle le sera davantage parce que le gouvernement ne se contente pas des acquis. Et chacun connaît maintenant le chef de l'État pour ça. Les acquis, c'est déjà bien, mais comment on va au-delà? Comment on optimise? Comment on accroît, on densifie ce que nous obtenons? C'est de ça qu'il est question. Maintenant, que dans une structure comme la SB2E, il y a eu effectivement parfois quelques défaillances, et cela a été relevé et sanctionné par le gouvernement parce que c'est un contrat, non avec un individu, dans ce cas-là, mais avec un groupe. Donc si à l'intérieur, l'équipe que le groupe amène, le groupe lui-même a une réputation qui est faite, mais à l'intérieur, il peut y avoir des maillons faibles. Et nous, on considère que la chaîne la plus solide, elle a la faiblesse de son maillon le plus faible. Donc dès qu'on a identifié un maillon faible, le gouvernement demande, voire exige son remplacement. Et c'est ce qui est arrivé au niveau de la SB2E. À date, je n'ai pas le point d'un audit qui aura été fait sur la gestion depuis ce temps-là, mais sur les cas que vous avez évoqués qui sont intervenus, il y a toujours eu une réaction appropriée du gouvernement et en temps indiqué. Quand il s'agira de mettre fin à cette gestion déléguée pour ramener un exécutif entièrement béninois, ben nous le ferons parce que nous aurons la conviction que ces concitoyens auront davantage appris pour bonifier leur profil et être efficaces une fois qu'ils sont dans l'action. Alors, recourir à toutes les qualités, d'où qu'elles viennent, on aura compris que c'est le leitmotiv du gouvernement, quelle que soit la nationalité. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous entrevoyez? Et si jamais la confiance placée à ce nouveau directeur général, si on n'était pas satisfait? Si nous avons fait ce choix, c'est parce que, tout au moins, comme on dit, les diplômes vous donnent une présomption de compétence. Mais en l'espèce, en dehors du diplôme, il y a le parcours, il y a l'expérience avérée de la personne. Donc, si nous avons fait ce choix, c'est forcément parce que nous attendons le meilleur, nous attendons le résultat. Et si par extraordinaire, comme vous dites, on n'était pas satisfait, ben vous savez très bien qu'on demandera à ce que l'intéressé puisse repartir. Et on trouvera forcément encore un profil. Et si en temps, on avait un profil béninois qui arrivait au niveau attendu de satisfaction, c'est avec plaisir que le gouvernement, dans son ensemble, validerait sa nomination. Alors, il y a quelques réticences quand même sur le même sujet, Wilfried Léon-Roubedi. On ne sait pas exactement quel est le cahier de charge du nouveau directeur général de l'ANIP, mais certaines indiscrétions voient déjà profiler à l'horizon 2026, le contrôle de la liste électorale. C'est aussi sensible que ça. La gestion de l'état civil est une chose, la gestion de la liste électorale en est une autre. Il se fait que conjoncturellement, aujourd'hui, je dirais même structurellement, la liste électorale sortira du travail fait par l'ANIP. En l'espèce,
Nous sommes tous heureux de voir aujourd'hui que le landerneau politique est davantage animé parce que tous les acteurs de toutes les sensibilités sont présents. Et donc, n'ayez aucune crainte, aucun doute, puisque les prochaines étapes, comme celles passées, connaîtront la participation de toutes les sensibilités pour regarder et dire leurs mots sur ce qu'il se passe. Il n'y a aucune, me semble-t-il, aucune espèce de suspicion à entretenir du point de vue de ce qui pourrait se passer dans 3 ans par rapport au contrôle éventuel d'une liste électorale. D'ailleurs, ce n'est pas ça qui fait gagner les élections. Alors, on ne va pas finir de sitôt. On va discuter de ce sujet. On va aborder un autre sujet qui aujourd'hui défraie la chronique. Il s'agit du pain. Alors, le problème du pain aujourd'hui est sérieux. Vendeurs et acheteurs sont comme déchaînés. Qu'en est-il concrètement, M. Wilfried Léon-Nombédi? Sur la question du pain, j'ai entendu les explications de la ministre de l'Industrie et du Commerce, qui a été on ne peut plus clair, me semble-t-il, sur le fait que le prix du pain, à ce jour, n'a pas connu de relèvement. Parce que, sur la base de l'arrêté de 2008, qui le fixe, on sait exactement à combien le pain il est livré de la boulangerie au vendeur et à combien il est livré au consommateur final. Il est vrai que du fait de la conjoncture internationale, liée en particulier à la guerre en Ukraine, nous l'avons dit à foison depuis 1 an maintenant, il est vrai qu'il y a un renchérissement des coûts des matières premières. Et le blé n'a pas échappé à cela. C'est pour ça d'ailleurs que l'une des mesures du gouvernement au soutien du pouvoir d'achat, ça a été de subventionner le blé en renonçant à la TVA. Donc, pendant que nous renonçons à la TVA, nous ne pouvons pas non plus valider une augmentation du prix du pain. Que les acteurs observent que le process qu'ils ont en place depuis des années commence à présenter des limites et veuillent l'adapter au contexte nouveau, j'en conviens. Mais jusqu'à nouvel ordre, le prix n'a pas augmenté. Et d'ailleurs, ainsi que Mme Sadia l'a rappelé, au PAG 21-26, il est prévu une réforme globale de la boulangerie. Et les discussions sont en cours entre le ministère et les acteurs avant que les conclusions de leurs travaux n'arrivent sur la table du gouvernement qui en appréciera le contenu, la portée et fera les arbitrages nécessaires pour les choix conséquents pour l'avenir. Donc, pour l'instant, le prix du pain, celui de 160 grammes, il reste bien à 125 francs pour le consommateur. Oui, mais ça, c'est une littérature. Wilfried Léon-Nombédi, sur le terrain, ce n'est pas du tout le cas. Nous avons déployé nos équipes un peu partout. Le prix est à 150 francs. Ça n'a pas changé. Et on a le sentiment qu'il y a une résistance, d'ailleurs, des acteurs de ce secteur. Il y a forcément une résistance. Mais c'est pour ça aussi, et vos équipes, si elles ne les ont pas croisées, elles les croiseront. Je suis convaincu que les équipes du ministère de l'Intérieur et de l'Industrie et du Commerce qui sont sur le terrain renseigneront justement sur les cas de résistance pour les mesures de sanctions appropriées. Ça s'entend bien aussi que par rapport au contexte général que l'on a décrit avec le renchérissement dont on parle, que les acteurs veuillent forcer la main, cela s'entend. Mais tant que ça n'a pas été validé par le ministère, l'arrêté n'a pas été touché. Donc ça n'est pas que de la littérature. Dans les faits, il y a cette situation que vous décrivez, mais la réponse est apportée par le ministère de l'Industrie et du Commerce. Et moi, je suis convaincu que ceux qui s'exposeront récolteront les sanctions. Quels sont les risques encourus? Qu'est-ce qu'ils courent comme risque à le faire? Peut-être qu'ils ne le savent pas. Mais, ils le savent très bien, justement. Ils le savent très bien. Le ministère peut aller jusqu'à faire fermer des boulangeries. Bien sûr qu'il y a des risques. Vous pouvez avoir des sanctions. C'est prévu par les tests. Est-ce que dans ce cas de figure, une juste mesure ne serait pas envisageable? On peut priver de liberté des gens pour ça? Pour l'instant, la juste mesure que vous évoquez, c'est quoi pour vous? Consentir un niveau relatif de relèvement qui satisfasse tout le monde, sans trop en demander aux consommateurs, mais sans aller jusqu'à faire mourir les unités de production. Pourquoi pas? Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Si la discussion demain convainc le gouvernement de ce que, oui, on peut le faire, en ce moment, on avisera et ce sera connu du public. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Mais est-ce que ce n'est pas le moment non plus de trouver une solution alternative au blé? On ne peut pas toujours continuer à parler du blé pour le pain et tout le reste. Qu'est-ce que le gouvernement fait dans ce sens? Bien, et trouver une solution alternative au blé, c'est
c'est une très bonne chose. Si nous y arrivons, ça ne date pas de maintenant. Nous avons, par le passé et récemment encore, évoqué ces questions, notamment il y a 1 an quand cette situation a commencé. Et je veux ici rappeler, pour que vous nous rendiez quand même témoignage, la plupart des pays autour de nous ont tout de suite augmenté le prix du pain à l'époque déjà, il y a 1 an. Beaucoup de pays l'ont fait. Nous sommes l'un des rares à refuser de le faire et à apporter l'accompagnement de l'État aux acteurs afin que le consommateur ait toujours son pain à ce niveau de prix. Maintenant que demain, l'on parvienne à panifier le manioc, le mil ou telle autre céréale pour produire du pain tel que nous l'aimons, ben ce sera chiche pour notre économie, pour notre agriculture et pour les acteurs économiques qui s'y lanceraient. Donc, je sais qu'il y a des chercheurs qui sont à pied d'œuvre et le gouvernement bénira toutes les initiatives, toutes les inventions qui concouraient à nous permettre de promouvoir davantage la production nationale, le consommation local ainsi que nous en rêvons. Monsieur le porte-parole, oui. En fait, est-ce que pendant que tous les pays de la sous-région augmentaient, est-ce que ce n'est pas la non-augmentation du Bénin qui est aujourd'hui en train de nous rattraper? Le Bénin a fait un choix il y a 1 an qu'il ne regrette pas. Parce que la philosophie du gouvernement, c'était de ne pas laisser cette avalanche de difficultés s'abattre sur nos concitoyens. À la fois le blé, les hydrocarbures, le gaz, les produits de grande consommation. Si on avait laissé faire tout ça, peut-être que notre économie serait partie en vrille. Nous avons fait en sorte de bâtir une économie résiliente. Nous avons fait en sorte d'apporter du tonus au pouvoir d'achat en faisant au moins tout pour qu'il ne se dégrade pas davantage. D'autres ont fait le choix de laisser jouer les règles du marché parce qu'ils sont en libéralisme. Mais le président Talon à l'époque a dit non, si on fait ça, déjà que, rappelez-vous, le gouvernement avait promis un relèvement des salaires qui n'était pas encore intervenu que ce choc exogène arrive. Si nous laissions faire, le pouvoir d'achat de nos concitoyens se serait dégradé, mais vraiment de façon considérable. Donc nous ne regrettons pas d'avoir fait ces choix. Les autres, nous respectons leur choix à eux. Est-ce qu'ils ont la possibilité, dites-le nous, de refuser d'acheter le pain à 150 francs? Je suis sûr que ceux qui, comme vous, peuvent trouver une alternative au pain en prenant autre chose au petit déjeuner. Pourquoi? En prenant je suis autre chose au petit déjeuner le feraient. Ceux qui doivent continuer à prendre le pain, qu'ils le prennent, mais à ce montant? le ministère, encore une fois, de l'industrie et du commerce intensifiera ses contrôles pour les sanctionner. Et si il y en a qui vont prendre le pain et qu'on refuse de le leur vendre au prix homologué, ils savent maintenant qu'ils peuvent également dénoncer ces acteurs-là auprès du ministère qui enverra justement des équipes constater et prendre les décisions qui conviennent pour sanctionner ces écarts. D'accord. Alors, de la même façon, sur les questions de réglementation, le président Nongbedi, puisque nous parlons des sujets abordés en Conseil des ministres cette semaine, il nous est revenu qu'une nouvelle réglementation est en cours désormais pour la police municipale. Qu'en est-il concrètement? Bien, il faut savoir que jusque-là, la police municipale n'était possible dans notre pays que dans les communes à statut particulier. Elles étaient 3 à l'époque, avant la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Et quoique la possibilité fut offerte aux communes à statut particulier, une seule d'entre elles avait réussi à implémenter la réforme avec ses forces et ses faiblesses. Aujourd'hui, au regard des enjeux, il est apparu nécessaire au gouvernement, notamment à la suite de cette réforme structurelle du secteur de la décentralisation, d'actualiser les tests sur la police municipale pour mieux asseoir ses rôles, définir ses champs d'action et permettre aussi aux communes qui remplissent les conditions et qui pourraient recourir au service d'une police municipale de pouvoir le faire conformément aux tests. Donc la première grosse avancée, c'est que désormais, aussi bien les communes à statut particulier que celles relevant du statut intermédiaire ou ordinaire qui remplissent les conditions pourront faire la demande et si elles ont le OK du gouvernement, elles pourront mettre en place leur police municipale. Et l'une des avancées aussi, c'est de voir qu'aujourd'hui, cette police municipale qui viendra à terme
pourra être dirigé, sinon sera dirigé par un officier de la police républicaine. Anciennement, il me semble que pour l'expérience qui a été faite à Cotonou, les 2 directeurs qu'il y a eu, je pense qu'il y en a eu 2 de mémoire, les 2 qui y a eu étaient des anciens de la police nationale à l'époque. Mais aujourd'hui, ce sera un officier de la police républicaine qui pourra prendre les rênes de cette police municipale afin de l'organiser et d'en assurer le bon fonctionnement. Mais ce sera une formalisation et cela a un coût. C'est-à-dire, je n'ai pas compris. Les agents, par exemple, de la police municipale ne sont pas les mêmes. Même cursus, même formation reçue par rapport Tout à fait. aux agents républicains. Comment cela va-t-il se faire? Vous avez raison qu'il va y avoir une formation de base pour tous ceux qui seront recrutés. Peut-être qu'il faut que nous fassions quelques précisions avant d'aller plus loin. Dans l'idée du gouvernement et des acteurs de la décentralisation qui ont été associés à la réflexion en vue de cette réforme de la police municipale, il ne s'agit pas d'asseoir en fait un corps pour une carrière longue de 30 ans ou plus en fonction de l'âge de départ à la retraite. Non. Les policiers municipaux, nouvelle formule, ce sont des concitoyens qui pourront y rester pendant une dizaine d'années. Ils y entreront entre 20 et 25 ans, ils feront une formation de base, à peu près 1 an, et puis après un contrat de 3 ans, renouvelable 2 fois, ça fait 9 ans plus 1, ça ferait 10 ans. De sorte que, à ce moment-là, ils sont dans la fleur de l'âge, c'est sûr. Mais la fonction sera très prenante, très exigeante au plan physique, au plan de la mobilité. Parce que c'est une police, une véritable police de proximité qui va passer dans les ruelles, ainsi que vous avez vu dans le compte-rendu, dans des lieux où des prestations de services divers se font. Donc, ils vont être très sollicités physiquement. À telle enseigne que, même étant dans la fleur de l'âge, ils peuvent accuser le coup. Et s'il fallait rester 20 ans, 30 ans, le risque était grand de les voir devenir inefficaces à terme. Donc, avec les acteurs, la solution trouvée, c'est de dire, on peut envisager que celui qui entre puisse faire jusqu'à 10 ans. Et comme ça, au moment où il décroche, il a encore la possibilité, étant dans la fleur de l'âge, de se faire recruter ailleurs, d'aller vers d'autres formations, parce que à la base, on n'a pas une formation pour devenir policier, ni républicain, ni municipal. Donc, ils ont soit un diplôme spécialisé, soit un diplôme d'ordre général. Ils auront bonifié leur profil et ils pourront aller ailleurs. Mais dans l'immédiat, ce que le gouvernement leur offre aussi, c'est de dire, quand vous avez été policier municipal, cela vous offre un avantage comparatif lorsque on va faire des recrutements sur titre dans la police républicaine, dans l'armée par exemple, et dans d'autres corps paramilitaires. Recrutement sur titre, vous remplissez les conditions, vous avez été policier municipal, c'est un atout supplémentaire. Donc vous avez une sorte d'avantage ou de préférence par rapport à d'autres qui n'auraient pas un profil aussi bonifié que le vôtre. Mais vous le savez très bien, nos municipalités sont ce qu'elles sont avec les limites de leurs moyens. Alors, quelle est la part de l'État dans l'entretien de la police municipale? Ne soyez pas toujours pessimiste. Ce n'est pas du pessimisme, mais c'est du réalisme. Parce que nos municipalités n'ont pas forcément, vous l'avez dit vous-même, oui, M. Mbouidi, vous voulez bien au départ, c'était des communes à statut particulier qui pouvaient avoir une police. Aujourd'hui, vous avez étendu la mesure. Alors, avec les municipalités qui n'ont pas les mêmes forces Monsieur Abalo, vous le constatez bien. Si hier, ce n'était que les communes à statut particulier, parce que la dynamique politique voulait que ce ne fût que ces communes-là qui puissent disposer d'un certain niveau de revenus, la dynamique qui est en cours maintenant, la réforme que nous avons faite pour faire advenir même dans nos communes la bonne gouvernance, qui permettra de mobiliser davantage de ressources, quand nous avons mis des cadres spécialisés dans certaines fonctions clés, donc administratives et techniques, c'est autant de choses pour faire advenir dans nos communes la bonne gouvernance et une meilleure mobilisation des ressources. Cela dit, il n'est pas dit que les 77 communes du Bénin vont demain recourir au service de la police municipale ayant créé. C'est pour ça qu'il y a un niveau d'appréciation de l'objectivité et aussi des garanties que vous donnez que, une fois que c'est fait, même si vous recrutez 50 personnes pour commencer, 100 ou 200, les moyens sont mobilisés et disponibles pour faire face aux charges. Donc nous postulons que les communes du Bénin deviennent de plus en plus riches
sont mieux gouvernés et que les ressources ne sont pas dilapidées de sorte qu'il y en aura forcément pour prendre en charge les policiers municipaux ou communaux qui viendraient à être recrutés. Donc l'État ne va rien y mettre, c'est ça? L'État joue sa partition. Et si demain, il a un accompagnement particulier à apporter à ces policiers municipaux, il le ferait sans rechigner. En fait, tout ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est est-ce qu'il y aura un suivi, surtout par rapport à la grille salariale de ces policiers municipaux? Tout le problème est là, ils ne bénéficient pas de tout le cursus, 30 ans de service, non. Ils sont réduits dans leur cursus. Est-ce qu'il y aura un suivi? Ils ne sont pas réduits dans leur cursus. Le cursus a été élaboré en fonction des objectifs et c'est ça leur cursus. Maintenant, je vous donne la garantie, parce que c'est éminemment social, votre préoccupation. Je vous donne la garantie qu'effectivement, il y aura un suivi. C'est pour ça que, à côté du décret qui met en place cette police municipale, il y a un autre décret portant règles communes aux agents de la police municipale. On a mis une règle commune pour ne pas que d'une commune à l'autre, il y ait des disparités qui nuiraient à l'activité de ces agents futurs. Donc oui, le suivi sera fait. Il y a un niveau de rémunération encadré et l'évolution également sur les 10 ans qu'ils y passeront. Tout ça est prévu par le décret. On le voit clairement, le Bénin respire pleinement les réformes actuellement. Pour cette réforme sur la police municipale, nous allons certainement continuer à suivre le développement et en reparler à d'autres occasions avec vous. Alors, une autre réforme qui fait couler beaucoup d'encre et de salive actuellement et qui fait même réagir l'enseignement supérieur, notamment le syndicat Maison, le SILARES. Vous l'avez certainement suivi, M. Rongbedi. Il s'agit de cette délégation qui a été installée au sujet de l'éthique et de la déontologie dans l'enseignement supérieur. Ça fait grincer un peu dedans. Rassurez-nous que ce n'est pas pour régler certains comptes à certains enseignants du supérieur. Oh là là. Parce qu'on a entendu. Oh là là, monsieur Abalo. L'État ne règle pas de compte. L'État ne règle pas de compte. Le rôle de l'État, c'est d'administrer la cité de façon à ce que les citoyens aient les meilleurs services, les meilleures prestations possibles, quel que soit le secteur d'activité considéré. Vu ainsi, l'avènement de la délégation au contrôle et à l'éthique se justifie pour plusieurs raisons. D'abord, si vous avez écouté le 17 février dernier, le président du Conseil national de l'éducation, il déplorait le fait que dans l'enseignement supérieur, jusque-là, il n'y ait pas eu un corps de contrôle. Alors que dans le primaire, dans le secondaire, il y en a. Quand vous allez à la justice, vous avez bien l'inspection des services judiciaires. Quand vous allez dans les ministères, vous avez des inspections générales de ministères, dans tous les ministères. L'enseignement supérieur apparaissait, je dirais, pour être positif, comme le parent pauvre du contrôle. Or, que se passe-t-il dans nos universités, publiques comme privées? En général, il y a beaucoup d'enseignants qui sont des gens bien, des gens de vertu, qui font très bien leur travail. Au plan académique, au plan éthique, au plan moral, il y en a très bien. Mais comme on dit trivialement, il n'y a pas de corps où il n'y a à redire, pour ne pas employer une certaine expression. Donc il y a aussi, à côté de ces nombreux enseignants vertueux, il y a aussi quelques-uns qui parfois peuvent amener la machine à être en panne d'efficacité. Que ce soit au plan académique ou que ce soit au plan éthique ou moral, donc la qualité globalement. Et depuis que c'est arrivé, moi j'ai entendu aussi les retours. J'ai noté un seul point de préoccupation et nous allons y revenir. Mais en général, les responsables d'universités publiques comme privées, les enseignants, les étudiants accueillent favorablement l'arrivée de cette délégation générale au contrôle et à l'éthique, qui du reste a été éprouvée ailleurs. Il y a des pays, et pas même des pays africains, il y a des pays en Occident qui l'ont expérimenté. La finalité ici, c'est quoi? C'est que nos enfants, quand ils vont à l'université, que l'on soit sûr qu'ils ont l'encadrement qu'il faut. Tout à l'heure, quand j'ai dit qu'il y a de très nombreux enseignants qui font bien et qu'à côté, il y a d'autres, les exemples nous ont été fournis même pas des recteurs.
Ils disent, vous avez des enseignants, par exemple, quelqu'un qui a une masse horaire de 40 heures à assurer face aux étudiants, il est peut-être absent 36 heures. Et puis il va envoyer des polycopes aux enfants. Il viendra pour une séance expliquer. Le recteur de l'université trouve que c'est insuffisant et que cela ne permet pas vraiment aux enfants d'avoir ce qu'ils doivent avoir comme enseignement. Pendant ce temps, peut-être que le titulaire de ce cours, compte tenu de sa compétence, parce que je considère qu'il n'est pas compétent, et il n'est pas incompétent, sinon il ne serait pas là. Compte tenu de sa compétence, il est peut-être sollicité ailleurs, à l'étranger. Mais il va à l'étranger, il donne ses séminaires, il est présent normalement, et il est payé, il rentre. Bon, demain, on va peut-être lui dire de délivrer les cours à l'étranger à distance et de se consacrer à nos enfants pour au moins la masse horaire ou alors de réorganiser son agenda pour assurer ici avant d'aller assurer ailleurs. Vous avez de ces cas-là. Comme vous avez, et j'ai entendu, moi, des étudiants du privé notamment, dire, pour nous, cette délégation sonne enfin l'heure de la justice. Pour nous, en fait, c'est des hommes, de jeunes gens qui parlent. En privé, alors. Et, en privé. Et il explique que, bon, il arrive que certaines de nos camarades aient l'avantage de relations privilégiées avec des enseignants, ce qui, d'un certain point de vue, leur ouvre la voie à quelques facilités parce qu'elles peuvent disposer des épreuves ou des sujets, ce qui n'est pas notre cas. Et il ajoute, ou ils ajoutent, ben, nous, en retour, on ne peut pas sortir avec nos professeurs femmes, donc on est défavorisés. Eux, ils voient déjà dans cette délégation ben, le gendarme qui viendra pour éviter que ça continue ainsi. Donc, si un enseignant vient à faire ça, il pourra être dénoncé à la délégation. Et je disais que le point qui préoccupe, c'est lorsque on a dit, le chef d'État a indiqué que désormais, il ne suffira plus d'être capé au CAMES pour... Alors, il faut rassurer tout de suite tout le monde. Dans le propos du président de la République, il ne s'agit pas que demain, le gouvernement organise un nouveau concours d'agrégation pour quelqu'un qui aurait déjà eu son agrégation au CAMES. Ou bien demande à quelqu'un de reprendre une thèse de doctorat alors qu'il aurait déjà fait sa thèse de doctorat. Non. L'évaluation supplémentaire dont il parle, en fait, c'est les process classiques qui ont déjà un peu cours, mais qu'il faut densifier, à savoir, par exemple, qu'aujourd'hui, dans nos universités publiques, les recteurs donnent des lettres de mission aux enseignants. Donc, demain, on peut évaluer sur des bases concrètes, est-ce que cet enseignant, il remplit normalement sa fonction d'enseignant? Est-ce que nous avons intérêt, nous, telle université, à le garder dans nos effectifs? Si oui, pas de souci. Sinon, il y a peut-être des gens qui sont plus disponibles et qui font bien. Il y a actuellement dans les universités publiques les commissions administratives paritaires qui font office de conseil de discipline pour connaître les cas d'inconduite ou de méconduite de la part des enseignants. La délégation au contrôle et à l'éthique va s'occuper désormais de ces questions. Et puis, elle n'est pas seule. Elle sera certes un bras opérationnel au soutien des responsables de nos universités publiques et privées, mais il y a certaines questions pour lesquelles elle n'est pas qualifiée à rendre des sanctions. Elle va instruire en respectant le contradictoire, la présomption d'innocence, et puis elle va fournir ses rapports. Et les structures qui doivent prendre le relais prendront le relais. Quelles sont ces structures-là qui vont... Par exemple, si on parle de rapport entre enseignants et apprenants, notamment du professeur masculin à l'apprenant fille, et le chef de l'État a dit qu'il faut se garder même de toute tentative de liaison amoureuse. Vous avez l'Institut national de la femme qui fait déjà un travail qui va s'intensifier au fil du temps. Demain, la délégation a un cas comme ça, elle finit, soit elle saisit directement le procureur de la République, soit elle associe l'Institut pour dire ben, j'ai un cas qui peut vous intéresser. Au plan académique, elle va rendre ses rapports aux recteurs qui, eux, vont prendre les sanctions. Et s'il faut, après que cela remonte au gouvernement en fonction du niveau de sanctions à prendre, les process seront respectés. Donc, en un mot, c'est favoriser davantage de qualité dans ce que nous faisons. Parce que la formation du citoyen, c'est un tout. Ça va de la base jusqu'au sommet. Si vous avez à la base, au niveau moyen, au niveau secondaire, été globalement bien pris en charge, et qu'au sommet, parce que maintenant vous êtes
plus qu'un adolescent, vous êtes un jeune homme, une jeune fille, encore que de plus en plus, il y a beaucoup d'adolescents dans nos universités. Il ne faut pas faire en sorte qu'arrivé là, on considère que vous êtes assez mature et qu'on vous abandonne ou que vous tombiez dans les griffes de personnes indélicates. Je ne parle pas seulement des enseignants. Donc l'avènement de cette délégation devrait nous rassurer tous de ce que un nouveau jour se lève pour notre enseignement supérieur au plan du respect des normes, pour l'avènement de la qualité et le respect de l'éthique dans nos comportements. Rassurez-nous, rapidement, si vous permettez, Jérôme, rassurez-nous sur les rapports aujourd'hui de l'État béninois avec le CAMES, parce que beaucoup d'enseignants du supérieur se demandent qui finalement viendra contrôler qui finalement viendra apprécier, je ne sais pas, le parcours, le profil d'un certain nombre de personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le CAMES, le gouvernement légitime tous les enseignants du supérieur qui sont dans ce schéma-là? Nos rapports sont très bons avec le CAMES. Et si ce n'avait été les textes, peut-être que l'actuel secrétaire général du CAMES serait une béninoise, puisque nous avions postulé. Mais les tests en cours ont fait que notre candidature n'a pas pu prospérer. Donc, aucun problème de ce point de vue. Deuxième chose, pour rassurer davantage et que vous voyez qu'au fond, il n'y a aucun problème. Le CAMES était déjà bien informé de ce que, au Bénin, nous envisagions de placer un autre niveau d'appréciation de l'activité des enseignants du supérieur. Et le CAMES n'a absolument rien contre. Mais ensuite, vous voyez, l'adhésion du gouvernement n'empêche aucun enseignant d'aller faire ses formations ou passer ses grades de CAMES. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe d'après ce que les acteurs eux-mêmes exposent? Si vous allez au concours d'agrégation dans n'importe quelle discipline, peut-être que le Bénin, compte tenu des enjeux et des exigences, des implications budgétaires, le Bénin dira « j'ouvre 2 postes dans telle catégorie, j'ouvre 3 postes dans telle autre catégorie ». C'est comme ça que ça se passe. Vous y allez. Vous êtes peut-être 10 candidats là où il y a 2 postes. Et sur les 10, il y a 5 ou 7 qui objectivement réussissent. Mais comme le pays a dit, c'est de 2 que j'ai besoin, ils vont déclarer les 2 premiers admis et les autres auraient échoué. La prochaine fois, ils vont repasser le concours avec le même stress, avec des chances de réussir ou de ne pas réussir. Ça arrive. Désormais, vous pouvez aller faire votre concours et réussir. Mais si vous revenez, vous savez que vous n'êtes pas automatiquement reclassé parce que les besoins sont limités. Vous n'êtes pas automatiquement reclassé. Et que quand on aura besoin, enfin, de plus de compétences ou d'expertise dans tel ou tel secteur, on ira vous chercher. Et en ce moment-là aussi, pourraient intervenir les différents rapports de suivi de vos activités. Est-ce que vous avez été toujours assidu, exemplaire? Est-ce que vous avez su résister aux approches ou vous empêchez vous-même d'être celui qui initie les approches en direction de vos apprenantes? C'est autant de choses qui font partie de l'évaluation dont on parle, mais il ne s'agit nullement de reprendre ici, localement, le concours d'agrégation ou de refaire une... Donc ce n'est pas une dégradation en vue? Loin s'en faut. On a entendu l'un des délégués de la délégation générale au contrôle à l'éthique et à la déontologie dire qu'avec cette délégation, le Bénin pourrait toiser les sommets dans l'espace ouest-africain et également dans ouest-africain et sur le continent. N'est-ce pas trop prétentieux, M. Ombédi? Le président de la République a dit il y a quelques années qu'il n'y a pas d'ambition trop grande pour un État. Et donc, je considère pour ma part que ce n'est pas trop prétentieux. Non, l'objectif étant justement d'arriver demain à un niveau de prestation qui nous soit envié. Que les autres viennent voir et disent au Bénin, ils ont réussi quelque chose dont on peut s'inspirer. Ce serait tant mieux pour nous tous. Donc, il n'y a pas trop d'ambition. Et je suis convaincu que les acteurs eux-mêmes ne vous diraient pas que c'est trop prétentieux de notre part de postuler le meilleur pour nos enfants et pour notre pays. D'accord. Nous allons maintenant aborder avec vous quelques questions politiques. Wilfried Ombédi, Jérôme Vongbo, nous avons tous vu, les Béninois également, une lettre circuler ces dernières heures.
une lettre du président Soglo. L'objet, ou si vous voulez, le sujet, c'est les persécutions contre un patriote, un compatriote. Vous mettez persécutions entre guillemets ou c'est un constat? Non, en fait, je reprends la lettre. D'accord. La lettre du président Soglo. Il l'a dit clairement. Et il voulait comprendre ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez lu la lettre comme tous les Béninois. Comme vous? Comme tous les Béninois. Parce que doute. ça a attiré l'attention des uns et des autres. Alors, qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que le gouvernement répond par rapport à cette lettre du président Nicéphore Dieudonné Soglo? Ben pour l'instant, devant vous, je suis WLH, modeste serviteur de la République. Porte-parole du gouvernement. Modeste serviteur de la République, parmi d'autres. Oui. En lisant la lettre, j'ai noté que ses destinataires, ce sont d'éminentes personnalités, l'ancien président Boniaï et le président Patrice Talon. Je considère qu'en temps indiqué, les destinataires sauront répondre à l'émissaire, vous portez la parole à l'émetteur. Vous portez la parole d'un des destinataires, M. Wilfried Ndongbedji. C'est rare de vous voir vous défiler comme ça ou débiner comme ça sur une question. Non, vous avez quand même un avis à émettre sur la question. Il ne s'agit pas de défilement. Oui. Pour l'égard dû même à l'émetteur de la lettre qui a choisi la forme qui lui paraissait la plus indiquée, ça n'est pas mon avis. Je considère qu'en temps indiqué, les destinataires sauront lui faire les réponses. Si moi je vous réponds aujourd'hui, le président Talon pense tel de ça, et je ne saurais dire ce que le président Boniaï pense de ça, il enverra à son tour. Vous n'êtes pas le porte-parole de Boniaï. Voilà, donc les destinataires sauront lui répondre en temps indiqué. Mais quel est votre avis personnel, vous en tant que Wilfried Ndongbedji? Mon avis personnel, c'est que c'est l'avis du président Soglo qu'il a ainsi exprimé. Moi, je respecte ses états d'âme et son avis. Après, sur l'objectivité, sur le timing, c'est un autre débat que je laisse aux commentateurs de l'actualité qui sauront mieux que quiconque parce qu'ils sont au fait de choses ou des pratiques qui ont pu conduire notre pays à ces actes. Ils pourront mieux expliquer et renseigner nos concitoyens sur le contenu de ces différentes affaires. On retient que vous ne voulez pas commenter, c'est ça? Je vous ai dit ce que je pense. On va sur un tout autre plan. Le Bénin, il y a quelques semaines, a été ébranlé par un drame à Dassazoumé, un drame qui a occasionné la perte en vies humaines de plusieurs de nos compatriotes. Alors, c'est déjà, disons, la veille des inhumations, de l'inhumation des corps des différentes familles. On a vu le gouvernement dans toutes ses mesures d'accompagnement. Aujourd'hui, de façon précise, qu'est-ce qui est prévu pour accompagner ces différentes familles dans l'inhumation de leurs? Vous me donnez l'occasion sur un sujet aussi douloureux de réitérer la compassion et les condoléances du gouvernement à l'ensemble du peuple béninois et particulièrement aux familles éplorées. Effectivement, ce fut un drame et cela vous touche profondément. C'est pour ça que dès la survenue de ce drame, la prompte réaction du président de la République a été de dépêcher les ministres sur le terrain, mais aussi et surtout de donner les instructions pour que les familles ne soient pas davantage sollicitées que ça. Déjà dans leur douleur, trouver les moyens de faire face aux charges énormes qu'induirait la prise en charge des personnes brûlées à ce point, cela aurait constitué un effort inestimable pour ces familles et c'est pour ça que le gouvernement a décidé de tout prendre en charge. Ensuite, malheureusement, au regard du niveau de brûlure enregistré, certains de nos concitoyens qui étaient impliqués dans cet accident avaient trop peu de chances de s'en sortir. Et nous en avons perdu encore. Aujourd'hui, vraiment, je pense que c'est stabilisé. Mais pour ceux qui sont partis, ceux qui sont morts à l'hôpital ou en chemin lors de leur transport vers l'hôpital et dont les identités sont connues normalement, il n'y avait aucun souci. Les corps ont été au fur et à mesure remis à leur famille. Mais pour ceux qui ont connu les affres du feu et qu'il était manifestement impossible dans ces conditions d'identifier, nous avons commis les tests ADN pour que les restes soient scrupuleusement identifiés afin que chaque famille reçoive effectivement les restes de ses membres ou de son membre.
Quand nous avons engagé cela, nous avons aussi, à travers le ministre de la Santé, expliqué aux familles ce qu'il convient de faire, ce qu'il est admis de faire en pareilles circonstances. C'est-à-dire que pour éviter des traumatismes à vie aux familles, faire en sorte que ces restes ne soient pas manipulés, ne soient pas exposés. Parce que si vous êtes 20 dans une famille que vous allez voir, peut-être que 2, 3 seraient suffisamment baraqués moralement, psychologiquement pour supporter le coup, alors que tout le reste peut avoir vu ça, mais toute la vie, ils vont traîner des problèmes. Donc nous avons dit que les tests seront faits pour nous assurer que ce qui va à chaque famille, ce sont les restes de ces enfants. Ensuite, nous accompagnons sur le processus d'inhumation. Les cercueils vont avoir des boucles zinguées pour justement, ainsi que cela a été expliqué aux familles, éviter qu'on aille ouvrir pour manipuler les restes. Pour ce qui concerne les fidèles musulmans qui sont parmi eux, là également c'est prévu parce qu'on sait que traditionnellement les musulmans ne font pas recours au cercueil, donc les linceuls qu'il faut sont mis à disposition. Ce sera transporté dans les cercueils, mais une fois sur place, comme c'est déjà conditionné, on va les accompagner pour que les inhumations se fassent avec dignité. Et les services de l'État seront présents sur chacun des sites afin que les choses se fassent conformément aux règles prescrites en la matière. Voilà globalement ce qui va être fait et je peux vous certifier que du côté du ministère de la Santé et du ministère de la Justice, ils sont totalement prêts pour ça. Alors finalement, sur ce drame, Wilfried Ndongbedi, aucune tête n'est encore tombée. Quelles sont les têtes que vous voulez voir tomber? Ben, je ne sais pas, ce n'est pas nous qui voulons. Est-ce que les enquêtes se poursuivent? Certains députés ont interpellé, ont envoyé une question orale au gouvernement sur ce drame, en fait. Le tout ne suffit pas d'enterrer les corps, mais après, il faut élucider tout ceci. Sans aucun doute, c'est la responsabilité de l'État. Donc, j'ai noté que le procureur de la République, après le tribunal du ressort, est dans cette diligence afin de faire la lumière sur les conditions de survenue de ce drame. Après, s'il y a des sanctions civiles ou pénales à prononcer, les personnes indiquées en répondront sans aucun doute. Voilà. Le gouvernement répondra-t-il aux questions orales que l'Assemblée nationale lui a adressées? Mais le gouvernement respecte l'Assemblée nationale dans son rôle. Donc, s'il y a des questions orales qui sont adressées au gouvernement, en temps indiqué, le gouvernement fera les réponses qu'il faut, comme il l'a toujours fait. D'accord. Hier, comme aujourd'hui et demain. D'accord. Alors, oui. Si vous permettez, nous allons clôturer sur ce qu'on pourrait appeler No Man's Land. Kouloukwalou, dans le domaine de la sécurité aujourd'hui, il se dit par certaines populations qu'il y a danger. Alors, mais vous êtes le porte-parole du gouvernement, Kouloukwalou, qu'est-ce qui se passe concrètement dans cet espace entre le Bénin et le Burkina Faso? Il n'y a pas de danger. Je crois que ce que vous voulez dire, si c'est bien ce que j'ai compris et lu moi-même sur les réseaux, c'est peut-être les explications ou la teneur que vos confrères du Burkina donnent à l'activité militaire du Bénin dans cette bande. Cette zone de Kouloukwalou est effectivement l'objet de litiges entre le Bénin et le Burkina Faso. Litige pendant devant la justice internationale compétente pour en connaître. Mais il se fait aujourd'hui que face au péril djihadiste, les constats ont été faits que parce que la zone, compte tenu du litige, parce qu'elle est inoccupée par les deux États, conformément aux règles de la justice internationale, les délinquants en font leur repère, partent de là pour aller frapper sur nos territoires, le Bénin, le Togo notamment. Mais si aucun État n'est présent là durablement, cela peut servir la cause de l'ennemi et en l'espèce ici, les djihadistes. Dans le cadre de l'initiative d'Accra,
le président Patrice Talon a porté l'idée qu'il nous fallait mutualiser nos forces, nos moyens, afin que nos pays puissent venir à bout du phénomène. Et après des moments de réticence, ces pairs ont fini par comprendre la nécessité d'aller dans ce sens. C'est ça qui nous permettra demain, pour reprendre l'expression militaire, de pouvoir frapper en profondeur ennemi. Donc aller jusqu'à l'ennemi au lieu d'attendre qu'il vienne chez nous. Et dans l'immédiat, comme le constat a été fait que cette zone-là est exploitée ou infestée par ces personnes qui partent de là pour se projeter vers nos territoires, il fallait dans l'urgence faire quelque chose. Et la justice internationale elle-même sait comprendre que face à la nécessité, il fallait absolument agir. Mais je veux vous rassurer d'une chose, parce que contrairement à ce que disent vos confrères burkinabés, le gouvernement béninois n'est pas dans une logique belliqueuse. Et il ne s'agit pas non plus d'un casus belli à travers ce qui a été fait. Et vous imaginez bien que nous ne pouvons pas avoir choisi de déployer équipements et hommes là, sans en conférer là où il faut, là où il sied de le faire. Or, la présence des caméras et des micros de vos confrères qui interprètent à leur guise. Donc, rassurez-vous, nous avons fait une démarche concertée, responsable, et je peux vous dire que depuis une semaine pratiquement qu'ils sont déployés, nos agents, nos enfants, nos hommes ont commencé à mettre de l'ordre, à nettoyer. Et quand je dis nettoyer, c'est qu'il y avait effectivement de la présence nocive pour nous et pour nos voisins en ce qui concerne ces gens. Et il y a eu du butin. Voilà, des motos abandonnées parce qu'ils ont été surpris. C'est vrai qu'avant d'aller plus loin, je voudrais comme le dire, transparence pour transparence, c'est aussi en hommage à cela. Nous avons perdu un homme. Parce que comme l'adversaire n'était pas apparent, c'est nous qui avons mené l'offensive. Les nôtres ont été vraiment proactifs et malheureusement, nous avons perdu quelqu'un. Mais en face, nous en avons également suffisamment traité. Et puis, il y a eu des motos abandonnées, des équipements de toutes sortes, téléphones et autres. L'ennemi a fui. A fui et nous avons pu voir des traces de sang parce que certains ont essayé de trimballer le reste, d'autres, ceux qui ont pu partir à moto sont partis et les nôtres ont ratissé pour se rendre compte qu'il y avait également des victimes de l'autre côté. Et donc cela nous rassure que c'était pertinent de le faire. Nous voulons quoi? La quiétude pour nos populations, l'intégrité de notre territoire. Si l'ennemi vient d'ailleurs, tant que nous pouvons nous entendre avec les responsables pour aller le dénicher chez lui et le frapper, nous le ferons parce que rien n'est plus important que la sécurité du Bénin, que la sécurité des fils et des filles de notre pays. Est-ce que c'est pour ça que le président Talon est allé au Burkina Faso? Et je n'étais pas non plus dans cette séance, pas plus que vos confrères burkinabés, mais je connais un peu maintenant le président et je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'aurait pas pu faire ça sans en conférer là où il faut. Et j'observe que le déploiement est intervenu quand même après ce déplacement du président de la République. Donc on peut tirer les conclusions objectives en la circonstance présente. Ne faut-il pas renforcer cette présence? Nous ferons tout ce qu'il y a lieu de faire en hommes, en équipement, en stratégie, pour que nos enfants qui sont sur le front reviennent tous à la maison, le moment venu, et s'ils doivent être relevés pour que d'autres y aillent, qu'ils reviennent toujours tous, mais aussi pour que toutes nos populations soient protégées et aient la vie et en toute sécurité. Et en équipement, on constate aisément que l'armée béninoise se bonifie. Elle monte en puissance parce que, ainsi que le gouvernement l'avait promis et que le chef de l'État l'a indiqué devant l'Assemblée nationale lors de son message sur l'état de la nation, cette montée en puissance est portée par la sollicitude du gouvernement qui n'hésite pas à mettre les moyens qu'il faut afin que nous ayons des équipements adaptés, des équipements de pointe pour faciliter la tâche à nos hommes et pour compliquer la tâche à l'ennemi. Et cela va aussi avec le renforcement des effectifs
à travers les nombreux recrutements qui ont été réalisés et les prochains qui viennent, parce qu'il y en a encore qui viennent prochainement, et il y en aura jusqu'à la fin du quinquennat. D'accord. Nous allons atterrir, Jérôme, mais avant, Wilfried Ndongbodji, il y a quand même une question qu'on va vous poser par rapport à la configuration actuelle de l'Assemblée nationale. Je reviens rapidement en politique. Les démocrates ont fait un recours à la Cour constitutionnelle pour dénoncer le fait qu'ils ne soient présents dans aucune commission, malgré leur présence à l'Assemblée nationale et malgré leur présence au bureau de l'Assemblée nationale. Quelle est votre lecture, quelle est la lecture du gouvernement sur cette démarche des démocrates? Je suis sûr que vous comprendriez que le gouvernement laisse aux parlementaires la latitude et le privilège d'apprécier, de commenter les faits et gestes de leurs collègues. Pour notre part, la seule chose qu'il sied de dire, c'est que les institutions de la République font leur travail, chacune dans sa sphère. Et nous avons pu observer que les amis dont vous parlez, à un moment donné du processus électoral, ont saisi cette même Cour constitutionnelle qui leur a donné raison face à une administration publique. Ils ont saisi ensuite d'autres prétentions pour lesquelles ils n'ont pas suffisamment documenté leurs plaintes et ils n'ont pas eu gain de cause. Pour la plainte de l'espèce que vous évoquez, je crois savoir qu'il y a des pratiques parlementaires qui ont été longuement éprouvées et que des jurisprudences existent en la matière. Donc je suis convaincu que là aussi, la Cour constitutionnelle appréciera le recours, regardera comment les séances se sont déroulées, interrogera la jurisprudence et rendra les décisions ou la décision appropriée. Voilà, nous atterrissons. Votre mot de la fin, Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole. Vous remercier, M. Abalo, M. Ngbo, et par-delà vous, remercier nos concitoyens qui nous ont fait l'honneur de nous suivre en espérant avoir été utiles dans le sens d'éclairer un peu plus leur lanterne pour leur permettre de comprendre l'action du gouvernement et aussi l'actualité de notre pays et de la sous-région. Jérôme Ngbo, merci beaucoup. Merci à toi. Donc là, Mavalou, merci amis téléspectateurs, merci d'être restés en notre compagnie. Vous le savez, nous avons reçu le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement du président Patrice Talon. Des questions d'actualité, il en a été question également, et des questions inhérentes aux décisions du dernier Conseil des ministres. Ce sera tout pour cette émission spéciale. Nous vous remercions de l'avoir suivi et restez-nous fidèles.